Bonjour à tous, je m'appelle Angela Marie Moreira da Rocha, j'ai 29 ans et il y a 4 ou 5 mois de ça, j'ai fait une tentative de suicide. Cette vidéo va être longue, donc si vous ne souhaitez pas, si vous ne souhaitez pas entendre mon témoignage, juste sweeper et puis passer à autre chose. Et merci pour ceux qui resteront jusqu'au bout de ce témoignage. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait une tentative de suicide et cela est dû à mon passé. J'ai passé 4 mois en hospitalisation, donc un mois où on m'a envoyé au centre Henri Laborie, puis on m'a envoyé au terme de Saujon pour réaliser des ECT, donc les narcoses, dans le but éventuel de... En fait, c'est un traitement radical qui a pour but de vous électrocuter du coup le cerveau et éventuellement réveiller à nouveau l'hippocampe. Je vous l'explique sûrement très mal, mais pour vous dire que c'est un traitement radical qui normalement a des effets plutôt positifs. Et j'ai fait 20 séances en tout. Il est vrai que pendant une semaine, je me suis sentie heureuse, très heureuse. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas sentie heureuse comme ça. Mais les effets des narcoses se sont estompés presque aussitôt. Les semaines d'après, mon état s'est dégradé à nouveau, malgré une dizaine de médicaments, malgré le fait que j'étais surveillée, malgré un suivi continuel, mon état a continué de s'empirer. Je suis presque constamment triste, presque constamment mélancolique. Je le cache bien parce qu'il faut savoir vivre avec sa proie, comme on dit. Mais aujourd'hui, j'en ai assez de le cacher et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce témoignage. Ça sera peut-être comme une bouteille à la mer, jetée. Ça ne touchera peut-être personne, ou au contraire, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais je crois qu'il est temps que j'arrête de me taire et que je parle de ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis une migrante, donc je suis née en Belgique et ensuite j'ai rejoint le Portugal où mon frère est né. Tout se passait très bien, fait comme une famille normale. J'ai été éduquée essentiellement par ma grand-mère à ce moment-là. Nous avions très peu de mémoire, enfin en tout cas moi j'ai très peu de mémoire de ma mère pendant mon enfance. Je sais juste qu'elle travaillait à l'étranger et que nous étions gardés du coup et éduqués par notre grand-mère qui a toujours fait de son mieux je me rappelle en tout cas d'une enfance plutôt heureuse. À mes 7 ans, environ, je ne saurais vous dire exactement l'âge exact, mais à mes 7 ans environ, j'ai eu ma mère qui est revenue de France et qui a décidé de nous emmener, moi, mon frère et ma soeur, pour qu'on habite en France avec elle et avec son nouveau mari, du coup Antonio. D'aussi loin que je me rappelle, j'adorais Antonio. J'étais constamment avec lui, etc. Et puis ma mère était quelqu'un de formidable à ce moment-là. Et c'était une vie tout à fait normale. Voilà, on a su s'intégrer. Ils ont créé leurs propres entreprises. On travaillait dans la maçonnerie. Et du coup, nous, on a appris la langue française assez rapidement, en 1 an à peu près, parce que ma mère était trilingue, il me semble, et du coup, ça fait qu'on a appris très facilement le français.
Sauf que un mercredi, alors que ma mère sortait pour faire les courses, et je me souviens ne pas vouloir l'accompagner parce que je voulais rester à la maison, je suis restée seule avec Antonio. Et généralement, ce que nous faisions, c'était qu'on s'allongeait sur le canapé, tous les deux, et on regardait la télé. C'est là qu'il a commencé à me toucher. Et je n'irai pas dans le détail parce que globalement, j'ai suivi mon premier attouchement sexuel à cet âge-là. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas si c'était bien ou mal, si je l'ai inventé ou pas. Mais ce jour-là, je me souviens juste avoir été... Ne pas savoir en fait, ne pas comprendre ce qui m'était arrivé. Rapidement, les choses sont devenues plus compliquées puisque ma mère était en fait une personne alcoolique. Et au début, elle buvait de temps en temps. Et quand elle buvait, généralement, elle cherchait les problèmes. C'était dérisoire au début, ce n'était pas comme plus tard. À l'école, ça ne se passait pas forcément très bien, en tout cas pour moi. Pour mon frère et ma soeur, ça se passait très bien. Mais pour moi, en tout cas, ça a été difficile parce que je me faisais régulièrement harceler. Je n'ai jamais eu le comportement qu'ils auraient souhaité, c'est-à-dire ma famille me déclarait faible parce que je n'ai jamais su gérer de moi-même les harcèlements. Il a toujours fallu que mon frère intervienne ou que ma soeur intervienne pour me protéger. Autrement, je me faisais forcément harceler. Je ne saurais jamais dire pourquoi je me faisais harceler. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique? Est-ce qu'il y avait un comportement? Est-ce qu'il y avait... Je ne sais pas. De Montamisé, nous sommes passés très vite à Sèvres-en-Saumon. Et là, les choses se sont aggravées. Ma mère buvait de plus en plus et était devenue de plus en plus agressive. C'était des insultes régulières, c'était tu es faible, tu n'aurais pas dû exister, tu n'existes pas, à cause de toi j'ai perdu tellement de choses, c'était très difficile. Je me souviens que ma soeur était souvent enfermée dans sa chambre, et que moi je la collais constamment, alors qu'elle, elle voulait surtout être toute seule. Mais voilà, mon seul échappatoire était ma soeur et les dessins. Parce que ma soeur dessinait extrêmement bien. C'était une personne incroyable qui dessinait, qui faisait des dessins absolument magnifiques. Et moi, au début, j'ai décalqué ses dessins parce que je voulais faire comme elle. Et en fait, pendant ces temps-là, c'était les seuls moments où voilà, on pouvait être ce qu'on était, c'est-à-dire des enfants. Et du coup, je dessinais jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais plus besoin de décalquer et que finalement je pouvais dessiner par moi-même. Je n'ai jamais voulu faire de réalisme parce que ma soeur faisait du réalisme. J'ai toujours voulu faire du manga, j'étais fan de ça, donc j'adorais le Japon, j'adorais les mangas, etc. Et du coup j'ai toujours voulu faire du manga. Après de là, de Sèvres-en-Saumon, les choses ont commencé à vraiment se compliquer. Le harcèlement à l'école était devenu de plus en plus intense. Par exemple, on me poussait dans les escaliers, on me crachait dessus, on me violentait, on me bousculait. Et lorsqu'on avait eu rendez-vous, parce qu'au bout d'un moment mes parents en ont eu marre, et on signalait ça à la directrice a dit... donc la directrice était plutôt du côté de l'harceleuse et a dit elle venait de perdre sa mère. Donc elle a justifié le comportement par elle venait de perdre sa mère, donc c'est pas grave. Donc globalement, le harcèlement a continué, tout simplement.
Euh, Moi, continuellement, ma mère me disait que j'étais quelqu'un de faible. Ma sœur aussi supportait les assauts de ma mère. Ma mère cherchait, en fait, dès qu'elle buvait, elle cherchait constamment les problèmes. Elle vous rabaissait et, et si vous essayez de l'ignorer, elle vous poussait ou vous bousculait ou vous griffait. Et, et en fait, quand vous finissiez par pleurer, elle souriait. Elle souriait. C'était ça tous les jours. Ce n'était pas de temps en temps. C'était ça tous les jours. Et plus les jours avançaient, et plus il y avait justement plus elle buvait et plus elle était agressive avec nous. Mon frère était un garçon, donc c'était différent, il pouvait sortir régulièrement. Assez avant que ce monde, nous n'avions pas de déplacement. En tout cas libre comme on voulait, c'était un bus le matin et un bus le soir. Et il y avait seulement le garçon de la maison qui pouvait sortir quand il voulait, donc c'est-à-dire avec sa moto, et il pouvait aller chez ses amis, etc. régulièrement. Là où nous, les filles, étions plutôt destinées à faire tout ce qui était vaisselle, les entretiens de la maison, tout simplement. C'était comme ça et pas autrement. Plusieurs fois, je me faisais punir par Antonio, donc mon prédateur. Parce que je refusais en fait de devenir l'esclave de la maison et du coup je me retrouvais très souvent sans repas dans la chambre. Du coup je dessinais. C'était mon seul échappatoire, c'était mon seul moment de pause. À mes 13 ans, j'ai avoué à ma mère que Antonio me faisait des attouchements sexuels. Elle s'est effondrée et m'a supplié de me dire que c'était faux. Enfin, m'a supplié de me dire que ce n'était pas vrai. Malheureusement, c'était vrai. Elle a tout de suite, on est tout de suite allé voir la police, etc. Malheureusement, les attouchements se sont faits. Il n'y avait pas de preuves spécifiques sur le corps, c'est-à-dire pas de sperme, pas de choses notoires sur le corps. Donc, on ne pouvait pas en fait identifier s'il était question ou pas d'attouchement sexuel. Tout ce qu'il y avait, c'était mon témoignage. Ma sœur elle-même a fini par admettre aussi qu'elle avait été attouchée. Et elle m'a même dit que si moi je n'en avais pas parlé, elle n'en aurait sûrement jamais parlé de sa vie. Les accusations n'ont mené à rien. La police s'est juste acharnée sur ma mère, qui était de plus en plus mal, justement, il lui disait que globalement elle savait, qu'elle était au courant, comment elle pouvait ne pas être au courant puisque ça se passait sous le même toit. Ils étaient ainsi et en fait ça a empiré pour moi parce que du coup ça l'a motivé à boire encore plus et du coup le soir je me faisais de nouveau agresser par ma mère, donc insulter, pousser, etc. Nous avons déménagé avec ma mère parce qu'elle a tenté tout de même de vivre sans Antonio et donc de nous protéger de notre prédateur. Sauf qu'au final, elle est devenue notre monstre. Nous vivions dans un T4 pour que mon frère puisse vivre avec nous s'il le souhaitait. Les choses étaient tellement horribles qu'il a préféré retourner vivre chez Antonio plutôt que vivre avec ses soeurs. Le harcèlement à l'école, le harcèlement à la maison, il n'y avait jamais de pause. C'était tout le temps. Il fallait tout le temps se battre, il fallait tout le temps supporter, il fallait tout le temps encaisser. Et beaucoup d'adultes étaient au courant et ils n'ont rien fait. Moi, je me souviens de plusieurs fois, par exemple, j'avais 13 ans, où je me cachais sous le bureau et que je l'entendais hurler.
en appelant Angela, viens ici tout de suite, où est-ce qu'elle est? Ça se trouve, elle allait voir les flics, etc. Elle hurlait dans la maison, et moi j'espérais qu'elle ne me trouve pas. Mais au final, elle me trouvait, et après elle faisait la gentille en disant viens, sors de là, je ne te ferai pas de mal. Et au final, dès que je sortais, j'en prenais pour mon crâne. Je tiens à spécifier qu'elle n'a jamais frappé, mais elle poussait, griffait et insultait continuellement jusqu'à vous faire pleurer. Et c'était son objectif final. Et puis quand vous pleuriez, elle vous disait regarde-toi comme t'es faible, regarde-toi comme t'es faible. Donc à mes 13-14 ans, ma sœur a fait plusieurs tentatives de suicide, à base de médicaments aussi, environ 4 fois. C'est moi qui l'ai sauvée à chaque fois parce que, en fait, elle était dans sa chambre et je l'entendais rire et pleurer, et elle ne se comportait pas normalement. Et en fait, du coup, moi je descendais en courant en disant maman, il se passe quelque chose, Kelly va pas bien, mais elle était complètement alcoolisée, donc c'est moi qui appelais les urgences. Une fois, ma soeur a failli réussir à se tuer puisqu'elle a fait un an de coma. Enfin, un an de coma, pardon, excusez-moi, un mois de coma. Et je me souviens l'avoir visitée, et puis attendre, espérer qu'elle survive. Et voilà. Elle est revenue à la maison. Ça a continué. Elle est tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Comme c'était un garçon, ma mère voulait absolument le garder. Et du coup, ma soeur, elle l'a écouté et elle a gardé l'enfant. Quand l'enfant est né, nous avions encore déménagé parce que ma mère financièrement n'arrivait pas à tenir les comptes. Ma soeur a fait une dépression postpartum, en plus de la dépression qu'elle avait déjà. Elle était suivie par une assistante sociale et elle a admis qu'elle avait giflé l'enfant. Parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer et qu'elle n'arrivait pas à gérer. Avec une grand-mère alcoolique, c'était impossible à gérer, donc elle a giflé l'enfant. Les assistantes sociaux ont tout de suite réagi et ont pris l'enfant. Et je crois sincèrement aujourd'hui que c'était de toute façon la meilleure chose qu'il y avait à faire. Parce que un nourrisson dans un milieu comme celui-ci, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas pu grandir dans un environnement sain, il aurait été... Même si ma question c'est pourquoi lui a été retiré mais nous on a été gardés. Ma question c'est celle-là. Mais bon, je n'aurai sûrement jamais de réponse à cela. Pendant ce temps-là, le harcèlement de ma mère a continué. Et le harcèlement à l'école a continué aussi. De toute façon, rien ne s'arrêtait. Ça a toujours été ainsi. Et puis ça l'était toujours. Au Portugal, nous étions persuadés que la famille au Portugal était au courant. Et du coup, nous étions en colère en fait contre la famille au Portugal parce qu'on se disait que eux le savaient et ne faisaient rien. Et eux, ils n'étaient pas au courant. Mais ça, au final, je ne l'ai appris que bien plus tard. J'ai appris qu'en fait, ma mère mentait et disait du coup au Portugal que tout se passait bien, qu'elle faisait le nécessaire. Et ensuite, et que nous, elle nous disait à nous qu'ils étaient au courant, mais qu'en fait, ils nous traitaient de menteuses. Donc... à un moment, les choses étaient tellement horribles à la maison. Cet harcèlement continuel, c'était tous les jours, c'était vraiment, ça ne s'arrêtait pas. J'ai fini par dire, on peut retourner à la maison d'Antonio. Ma mère était heureuse. J'ai abandonné les plaintes. Et je me souviens que le policier s'est tourné vers moi et m'a dit tout ça pour ça. Et moi j'ai juste encaissé et je suis retournée auprès de mon prédateur qui souriait et qui était content comme tout.
et ma mère qui était heureuse parce que elle se disait qu'elle allait retourner avec l'homme de sa vie. Et là, par la suite, les choses ont continué d'empirer. Ma sœur a vite quitté la maison parce que elle avait 19 ans et de ce que j'ai entendu, en fait, il l'avait poussée à partir. Et donc, il ne restait plus que mon frère et moi. Et on se serrait les coudes, en tout cas, contre notre mère. C'était si jamais elle m'attaquait lui, il venait me voir. Et si jamais elle m'attaquait moi, j'allais voir mon frère pour qu'on se mette à deux contre elle. Pour qu'on puisse se défendre, justement, pour essayer de ne pas s'effondrer, en fait. Antonio, lui, trouvait la situation particulièrement drôle et par exemple, une fois, je peux vous donner un exemple concret, une fois, nous vivions plutôt bien, on avait une entreprise qui prospérait relativement bien, et une fois, ma mère a pris un quad et elle était alcoolisée, elle a eu un accident, et en fait, je suis montée, j'étais dans ma chambre en bas et je suis montée à l'étage et je l'ai trouvée, les genoux en sang, sale, debout, il y avait de la boue partout, en train de manger du taboulé avec les mains, complètement alcoolisé et en train de dire bah quoi, c'est comme ça que ça se mange. Et mon beau-père, donc Antonio, riait de la situation, il se moquait d'elle en la voyant, et mon frère était aussi en train de rire, et moi j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'on fait là. Plusieurs fois jeune, j'ai pensé au suicide. Plusieurs fois, je me suis scarifiée parce que c'était la seule façon pour moi d'évacuer. J'étais suivie par le centre CMP de Poitiers, donc j'étais suivie en plus par une psychologue, Madame Delacroix. Et je ne comprends pas en fait pourquoi il n'y a personne qui a agi, parce que si les gens étaient au courant, pourquoi personne n'a rien fait? Et puis un jour, alors que les choses continuaient de cette façon-là, bon, à l'école ça s'était un peu amélioré, j'étais au lycée Le Dolmen et je m'étais fait un groupe d'amis grâce au fait où que je me suis dit, bon, cette fois, je prends mes peurs entre mains et puis je montre aux gens que je suis prête à en découdre si jamais on essayait de m'agresser. Et en fait, c'était la seule fois où j'ai réussi à avoir un groupe d'amis, donc de personnes seules. On s'est toutes mis ensemble et ça a fait un groupe. Je me souviens parler régulièrement des problèmes avec mes amis, pas en profondeur, mais dire en tout cas ce qui se passait tous les jours à la maison. Et puis une fois, une amie m'a dit je suis désolée Angela, mais c'est qu'on est au lycée aussi pour passer des bons moments et on en a un peu marre de t'entendre. Ce que j'ai compris et j'ai fini par me taire. Et je ne lui en veux pas, parce que je pense que c'est normal et qu'effectivement tout le monde a sa croix comme on dit, et puis voilà, mais ça ne faisait que prospérer, et ça ne faisait que augmenter mon désespoir, parce que du coup je n'avais vraiment, à part la psychologue, je n'avais vraiment personne à qui demander de l'aide concrète, et je ne sais même pas pourquoi je n'ai jamais dit concrètement à l'aide, sauvez-moi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Puis vient ce jour où justement, donc c'était pareil, un mercredi ou un mardi, le matin. Je me préparais plus tard que d'habitude parce que généralement ce jour-là c'était français et c'était un peu plus tard que les autres cours. Donc c'était un de mes parents qui m'emmenait justement au cours.
J'ai entendu du bruit dans le salon, je suis allée dans le salon, et, et ma mère en fait a fait un comme ça, et j'ai pris peur et je me suis cachée dans ma chambre. Dans les secondes qui viennent, Antonio est intervenu, donc il est monté les escaliers et l'a découverte ainsi, et en fait il a commencé à crier son nom. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui était en train de se passer, et je suis sortie de la chambre, et en fait ma mère était en train de faire un arrêt cardiaque. Et, et je me souviens du coup d'Antonio qui essayait de faire un massage cardiaque. On alternait, donc moi et lui, on essayait de lui faire un massage cardiaque, de faire en sorte qu'elle survive. Puis après, il m'a dit d'aller chercher le numéro et d'appeler le numéro d'urgence, donc j'ai appelé l'ambulance. Et l'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard et a emmené ma mère pour au final avoir un diagnostic final qui était qu'elle vivra constamment dans des machines ou alors on l'a débranchée. Le choix a été anonyme. Tout le monde a décidé de débrancher ma mère et du coup ma mère est morte entre mes mains. Je me souviens qu'après ça, Antonio était plutôt heureux. Il n'était pas triste d'avoir perdu sa femme, il était plutôt heureux, il souriait, il disait qu'on allait passer au-dessus de ça. Puis qu'il avait posé sa main sur mon épaule et qu'il me disait « Et tu sais, si tu as très peur, tu peux dormir avec papa. » Et moi, j'étais terrifiée, je ne savais pas comment sortir de là. Avant ça, j'avais une psychiatre qui m'avait proposé un premier internement à Tourny-Lélé, mais au début elle voulait le décaler parce qu'elle se disait là actuellement vous êtes en train de faire un deuil, donc il vaut mieux pas que vous allez peut-être que c'est pas le meilleur moment pour l'hospitalisation. Et je lui ai dit s'il vous plaît, internez-moi. Et une fois interné, j'ai admis tout ce qui s'est passé. Et j'ai admis justement les attouchements sexuels que je subissais de la part d'Antonio. Il y a eu un jugement, pas parce qu'il m'a touché, mais plutôt par abandon. En fait, il ne venait jamais me rendre visite, etc. Et grâce à cela, finalement, j'ai été émancipée à l'âge de 17 ans. Mon frère n'a jamais compris, parce que il m'a toujours dit, ce n'est pas que je n'ai pas envie de te croire, c'est que je ne veux pas te croire. Je pense que le fait que ça soit sa seule image paternelle faisait qu'il était trop dur d'accepter la vérité plutôt que de croire sa sœur. Et voilà. Je me suis retrouvée du coup au foyer John Kennedy, dans ma première demeure, on va dire, moi toute seule. Et en fait, les éducateurs je ne sais plus comment on appelle cela, mais c'est le moment où en gros ceux qui ont leur diplôme, parce que malgré tout j'ai réussi à avoir mon diplôme, choisissent ensuite dans quoi ils veulent aller. Et moi, je n'avais jamais eu le choix de mon diplôme. En fait, nous étions censés reprendre l'entreprise familiale. J'étais censée être la secrétaire, donc j'étais en gestion administrative. Et mon frère était en maçonnerie, donc dès ses 14 ans, donc il a fait un CAP maçon. Le souci, c'est que déjà, mon départ a fait que, bien sûr, il n'y aurait pas de secrétaire ou quoi que ce soit. Et aussi, Antonio était addict au jeu. Et il a fait couler l'entreprise très rapidement. Donc, ils se sont retrouvés sans moyens très rapidement. De ce que j'ai appris et de ce que j'entendais,
c'est que mon frère avait été abandonné dans cette maison seul parce qu'Antonio était parti, puisque de toute façon il s'intéressait qu'aux jeunes filles, il ne s'intéressait pas aux garçons. Et que c'était mes voisins qui nourrissaient en fait mon frère. Plusieurs fois j'ai supplié mon frère de venir avec moi, de venir au foyer avec moi, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller au foyer avec moi. Après le foyer, j'ai choisi d'aller en MANA, donc en mise à niveau artistique, parce que c'était mon rêve. J'ai toujours dessiné, donc je voulais au moins essayer, ne serait-ce qu'une seule fois, de faire quelque chose qui me plaisait. Et au début, c'était merveilleux. C'était au Havre. Ça faisait un peu peur parce que j'habitais toute seule, mais c'était merveilleux parce que je pouvais faire quelque chose que j'aimais, donc voilà, ça se passait merveilleusement bien, mais encore une fois, je me suis fait harceler par une jeune fille, une jeune femme qui elle, ne m'aimait pas, et encore une fois, on a enchaîné du coup cette fois des mois d'absence, parce que du coup, ce n'était pas comme avant, ce n'était pas comme au lycée. Là, je me mettais en arrêt maladie, et je n'allais tout simplement pas je n'allais tout simplement pas en fait au cours. Le peu de fois où j'y suis retournée, cette fille-là savait pourtant que j'étais orpheline. Cette fille-là savait pourtant que, par exemple, j'étais incapable de faire un massage cardiaque parce que suite au traumatisme que j'ai subi avec le fait que j'étais incapable de ressusciter ma mère. On était en train de passer justement la certificat dont je ne connais pas le nom, encore une fois je suis désolée, mais je ne connais pas le nom, mais un certificat en tout cas pour certifier qu'on était capable de faire les premiers gestes de secours. Et j'ai refusé de faire l'exercice l'exercice cardiaque, parce que j'avais toujours en image les yeux grands ouverts de ma mère au moment de l'exercice, et que du coup je leur ai expliqué, j'ai un traumatisme et que je ne pouvais pas le faire. Cette fille-là, même là, elle s'est amusée à me harceler, parce que du coup en fait, je tournais la tête, je ne regardais pas l'exercice qui était en cours et que tous les autres étaient en train de faire sur un mannequin. Et même là, elle a pris un espèce de faux couteau en plastique, et elle me l'a pointé vers moi en rigolant parce que c'était drôle. Et en fait, toute ma vie, même après ça, je n'ai connu que du harcèlement. Parce que je crois, comme disait si bien ma mère, ma faiblesse, le fait que j'étais plus sensible ou peut-être juste émotif, ou je ne sais pas, mais faisait que les autres se sentaient suffisamment à l'aise en tout cas pour prendre le dessus. Même mon propre groupe d'amis, donc par exemple au lycée, lorsque j'ai perdu ma mère, on dit que j'ai changé, que je n'étais plus la même qu'avant. En même temps, je venais de perdre ma mère, donc j'ai envie de dire que c'était plutôt normal, mais m'ont expulsé du groupe, et se sont mis à me harceler. Et les gens écrasent les gens qui se considèrent comme faibles. Les gens n'ont pas de pitié. Et après la MANA, donc la mise à niveau en art appliqué, j'ai des amis, malgré tout, qui m'ont dit viens chez nous. C'était des personnes que j'ai rencontrées sur internet, et du coup je suis allée chez eux, et ils étaient dans le sud, donc je suis allée chez eux, et ils m'ont accueilli comme si j'étais leur propre fille. Ils m'ont accueilli extrêmement bien. J'ai d'ailleurs pu avoir mon tout premier travail qui était le McDo.
Et même au McDo, j'ai été harcelée. Parce que sinon, c'est pas drôle autrement. Euh, mais cette fois, il y a eu un peu de justice parce que la personne qui m'a harcelée a été punie par le directeur lui-même. Donc pour une fois, il y a eu un peu de justice, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident du travail, je me suis brûlé la main. Et le McDo ne voulait pas considérer cela comme un accident du travail, et du coup j'ai perdu ce travail pour inaptitude, encore une fois. Pendant le fait que je n'avais plus du coup enfin, je n'avais plus de travail, mais que j'étais au chômage, j'ai été très immature avec les personnes qui m'avaient recueilli. Je mentais et je disais que en fait c'était une colocation, on était ensemble, etc. Alors qu'en fait non, ils m'avaient recueilli gratuitement, ils me protégeaient, ils me donnaient à manger. Et moi je n'ai pas su, j'ai été d'une immaturité, mais vraiment d'une immaturité. Bref, ça finit mal, cette histoire s'est très mal terminée et j'ai perdu des amis que je regrette sincèrement avoir perdu parce que c'était les seuls qui m'avaient tendu la main, mais au final j'ai auto-saboté la relation. Pourquoi, je ne sais pas, mais il a fallu que je fasse ça. Suite à ça, mon frère est venu me chercher, donc c'est lui qui m'a récupéré. Et plus jamais je ne les ai revus. J'en ai revu qu'un qui était le petit frère justement de la personne de chez qui j'habitais. Et si je le pouvais, je m'excuserais sincèrement auprès de cette personne parce que je l'admirais beaucoup. J'ai été vraiment d'une immaturité que je ne me pardonne pas encore aujourd'hui. Mais j'ai fait vraiment quelque chose de stupide que je regrette vraiment. Donc je suis revenue à la suite à Poitiers, habiter chez ma sœur. Ma sœur s'est trouvée un homme en qui je n'avais pas confiance. Il s'est installé en 2 semaines chez nous. Et très vite, cet homme a mis la pression pour que je parte. Donc ma sœur m'a jetée à la rue. Et j'ai fini de nouveau au foyer Jeune Kennedy. Là, j'étais en plein apprentissage pour un titre professionnel, donc un titre de vente professionnelle, professionnelle, à Noz. Où au début c'était merveilleux, pareil, ça se passait extrêmement bien, et puis sur la longueur du temps, ça a fini aussi en harcèlement avec une des femmes. Mais j'ai tenu bon, je ne me suis pas démontée, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout des zones d'apprentissage et j'ai réussi à aller aux zones d'apprentissage, mais après ça je ne voulais pas rester à Lausanne. Mais je me souviens que plusieurs fois, des voisins de ma sœur disaient, dans le bus, parce que je n'avais pas le permis puisque par manque de moyens, j'étais une nomade, je n'arrêtais pas de déménager, je n'arrêtais pas d'aller partout, je n'ai jamais passé le permis, je n'ai jamais fait tout ça. Donc les voisins de ma sœur qui était gardienne disaient oui mais ta sœur elle a arrêté de sourire, oui mais ta sœur elle a des bleus, etc. Et je me souviens une fois que ma soeur était en chemin, elle marchait, elle m'avait appelé et elle disait oui, coucou Angela, est-ce que ça va, on est en chemin, c'est pour venir te voir. Et je lui ai dit de faire demi-tour. C'était son appel à l'aide et moi je lui ai dit d'aller faire demi-tour parce que j'étais rancunière du fait qu'elle m'avait mis à la porte. Et honnêtement, je ne me pardonne même pas cela. À force d'entendre les voisins dire que justement elle avait des bleus, qu'elle ne souriait pas, ça a duré très longtemps avant que j'agisse. J'ai fini par agir et j'ai fini par aider finalement ma soeur et aller porter plainte contre cet homme.
nous avons gagné le procès il a eu une jonction d'éloignement avec indemnisation de la victime, sauf qu'en fait il n'a jamais payé ce qu'il devait et il ne payera sûrement jamais ce qu'il devait, mais au moins j'avais sauvé ma soeur. Par la suite, j'ai essayé plusieurs métiers différents, j'ai travaillé à Delarte, j'ai fait un peu du gauche à droite, j'ai fait de l'intérim, j'essayais de trouver un peu mon milieu, je ne savais jamais où aller trop parce qu'à chaque fois ça se finissait soit de la même manière, soit par une inaptitude, soit par du harcèlement. Je n'ai jamais vraiment su me défendre finalement, j'ai toujours été une victime tout le long de ma vie. Et sincèrement, ça me dégoûte moi-même. Mais il y a eu un moment où j'ai trouvé un travail à Couleur. C'était Agnès, la personne qui travaillait là-bas, qui avait décidé de quitter l'entreprise parce qu'elle en avait marre, elle voulait bouger. Et elle m'a dit, tu te souviens, je t'avais promis que quand je partirai de l'entreprise, je t'appellerai pour que tu prennes ma place. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pris sa place. Et là, ça a été vraiment parfait. Ça se passait super bien. J'étais dans mon domaine, un domaine artistique, avec un patron vraiment très sympa, avec des collègues de travail vraiment super. Je ne me suis pas fait harceler, tout se passait à merveille. J'avais plein de projets, de créer une mascotte, de faire de l'animation, j'avais plein de projets, j'avais eu mon propre premier appartement. J'ai eu mon propre premier appartement, c'était incroyable. Je pensais que tout allait enfin s'arranger. J'ai adopté 2 chats, donc Mélie et Mélo, que j'ai encore aujourd'hui. Et tout se passait à merveille. Et à côté, je me suis dit, bon, par contre, sachant les traumas que j'avais, je vais faire une prise en charge et donc continuer de travailler sur moi, c'est-à-dire faire justement psychologue, psychiatre, médicaments si nécessaire, etc., etc. En sachant que voilà, je prends des médicaments depuis mes 14 ans. Mais je voulais prendre sur moi pour voilà, apprendre et je voulais aller loin dans l'entreprise et en fait, je voulais effacer ce passé qui me hantait parce que constamment je me rappelais de lui. Dès qu'on me criait dessus, j'entendais ma mère. Dès qu'on me touchait, j'avais l'impression que c'était Antonio qui me touchait. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai été inscrite à l'EMDR, donc une autre thérapie, excusez-moi, qui sert justement de revenir dans le passé, de se focaliser sur le souvenir et de le faire passer de l'autre côté du cerveau pour qu'enfin ce souvenir soit pas effacé mais accepté. C'est-à-dire que d'en pouvoir en parler sans que ça nous touche personnellement, sans que ça me touche, sans que ça me fasse mal. Je ne pensais pas que ça allait me détruire. Je ne pensais pas que ça allait faire effet. Sincèrement, j'étais plutôt... je me moquais plutôt de ça parce que je me suis dit, c'est quoi, un genre d'hypnose j'ai pris ça trop à la légère. Et il a fallu seulement 1 ou 2 séances pour que je comprenne à quel point c'était lourd. Et ce traitement était tellement bouleversant parce qu'il me ramenait en fait directement au cœur du sujet, c'est-à-dire ces années de harcèlement, ces années de ma mère, de revoir tout ça, sans cesse, qu'en fait j'ai dû me mettre en arrêt maladie pendant 2 mois. Ma thyroïde avait gonflé, ça arrivait généralement quand j'ai un choc émotionnel très fort. Et
Et en fait, j'ai lutté quand même pour retourner à mon travail parce que je voulais retourner à mon travail. D'abord, j'ai fait une première demande en mi-temps thérapeutique qui a été refusée. Et après, j'ai refait une demande de mi-temps thérapeutique qui, cette fois, a été acceptée. Ce n'était plus pareil. À partir de là, la personne qui m'a reçu, mon patron, n'était plus pareil. C'était vous êtes plus la même, vous êtes lente, vous oubliez les choses, c'était reparti en fait, c'était reparti, le boulot de mes rêves, c'était reparti. Et c'est là que j'ai fait ce choix. J'ai écrit un testament que j'ai posé sur la table. J'ai pris les médicaments. J'ai attendu un moment qu'il fasse effet, qu'il commence à faire effet. Et pour pas que les animaux se retrouvent en danger, j'ai appelé le 15 pour que justement ils me retrouvent avant que mes animaux ne soient en danger. Ou peut-être était-ce une voix inconsciente qui disait que je voulais survivre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne voulais pas laisser mes animaux avec un cadavre entre les mains. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai oublié une partie des choses les plus récentes. Je suis obligée de rendre mon appartement parce que du coup, j'ai perdu mon travail pour inaptitude encore une fois. Le travail de mes rêves, je l'ai perdu. Je l'ai perdu à cause de ce putain de passé encore une fois. Et tout ce qu'on essaie sur moi, que ce soit les ECT, que ce soit les médicaments, que ce soit les thérapies, etc., ne fonctionne que de façon partielle. Et je suis résistante en fait aux médicaments et du coup ils ne fonctionnent pas, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et j'ai perdu mon indépendance, donc je revis chez ma sœur qui m'a gentiment accueilli chez elle. Et j'ai perdu mon chez-moi parce que je n'étais plus capable de vivre seule sans que ce soit dangereux. Aujourd'hui, je revis sans arrêt tout ce qui s'est passé dans le passé. Je n'ai jamais réussi à l'oublier. Mon frère et ma soeur ont réussi et je suis contente pour eux. Je ne leur veux que du bien et je les aime tous les deux sincèrement. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop de cette vidéo. Mais moi, par contre, je vis constamment dans le passé. Et malgré le fait que je suis mes rendez-vous, que je prends mes médicaments, que j'ai fait les 20 séances de CT, que j'ai fait tout le nécessaire pour essayer d'aller mieux, ça ne va toujours pas mieux. Le centre psychotrauma, donc de Poitiers, refuse les cas comme moi. À présent, ils acceptent uniquement les cas les plus récents. Et moi, mon trauma est ancien. Donc, je ne rentre même pas dans les critères pour pouvoir me soigner. À l'heure actuelle, pour me soigner, il faut que je paye de moi-même mes soins, tout simplement. Une demande de AH a été faite, donc allocation pour adultes handicapés, et c'est encore en attente. L'inaptitude au travail, donc pour couleur, a été acceptée, donc c'est bon, ça y est, je suis inapte à ce poste aussi. Et aujourd'hui, je suis chez ma soeur qui s'occupe très bien de moi, qui m'aide à mon quotidien, qui m'aide quand je fais les crises, parce que j'ai des crises d'anxiété, j'ai des crises, et qui m'aide, mais il n'y a rien qui fonctionne réellement, il n'y a rien qui me soulage réellement. Donc voilà, je voulais au moins faire cette vidéo pour faire le témoignage juste de ce qui s'est passé dans le passé, parce que j'entends cette phrase à chaque fois, c'est « laisse tomber ce qui s'est passé, le passé c'est le passé, c'est rien, etc. » Et je ne suis pas d'accord. Parce que
Si le passé était le passé, alors pourquoi il ment autant? Et aussi, pourquoi éducateurs, professeurs, psychologues, psychiatres étaient tous au courant et nous ont laissés ainsi? Il a fallu que ma mère décède. Si vous saviez comment aujourd'hui ma propre mère, qui était pourtant ma tortionnaire, me manque, c'est une horreur. C'est une horreur de vivre avec ça. Enfin bref, je voulais au moins faire ce témoignage. Peut-être que ça n'atteindra personne, peut-être que ça touchera d'autres personnes. J'espère que ceux qui ont des troubles aussi ou qui ont des problèmes, j'espère ne pas vous avoir trop affecté avec les miens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, j'essaie de lutter avec ce passé et avec les moyens que j'ai actuellement. Et merci de m'avoir écouté.